Je ne dis pas qu'il y a une approche meilleure que l'autre, sauf que je constate quand même que l'approche consistant à construire une audience d'abord et puis après à se préoccuper de sa monétisation n'est pas nécessairement la plus onéreuse. En tout cas, c'est celle qui recèle l'upside, la capacité de faire des choses profitables, la plus rapide et la plus forte. Après, il y a la notion effectivement d'échec, c'est-à-dire que je pense que dans les médias traditionnels, on doit apprendre à ne pas avoir peur de se tromper, c'est-à-dire à organiser l'innovation autour de petites équipes qui auront malgré tout le droit de se tromper, le droit de très vite tirer les conséquences du fait qu'elles s'étaient trompées dans leur analyse, que le marché n'a pas répondu à leurs attentes ou qu'ils n'ont pas été en mesure de fournir une bonne exécution. Et que donc les conclusions doivent être tirées rapidement. Et cette approche-là, je la sens assez peu présente dans les médias actuellement, et je reste quand même, comme je le disais tout à l'heure, je reste quand même assez surpris de voir à quel point les deux mondes s'ignorent, c'est-à-dire je reste surpris de voir à quel point les entreprises de médias traditionnelles ne se sont pas davantage inspirées des fonctionnements qui remportent un certain succès de l'autre modèle. C'est vrai que le cœur du produit de médias, ça reste l'éditorial. Et c'est à mon avis là précisément où il faut se renforcer, enfin, en tout cas ne pas réduire ses forces. La force d'un journal comme Les Échos, c'est le caractère unique du journalisme qu'il fait en France sur l'information économique. Le cœur du New York Times, c'est sa vision globale et sa capacité de traiter les sujets avec une très grande profondeur. C'est effectivement des choses qui restent absolument essentielles. Mais le numérique a tordu quelque part ces visions éditoriales justement pour s'adapter à l'audience. On a l'impression qu'on est dans un entre-deux. On est à la fois dans l'offre et la demande, mais plus dans l'offre que... Non, le numérique a radicalisé les contenus éditoriaux et les comportements. Le numérique a rendu beaucoup plus radical le fait de, par exemple, consommer une information qui va être une sorte de commodity, c'est-à-dire une information qui est universellement disponible pour tout le monde au même moment, par opposition à une information à valeur ajoutée qui, elle, va requérir des investissements éditoriaux importants. Ça, le numérique a terriblement radicalisé ça. Il y a une autre radicalisation que fait le numérique, c'est sur les usages. Aujourd'hui, on le voit avec l'explosion du mobile où, pour les sites d'information, environ plus de 50% du trafic vient du mobile. On constate que maintenant, les gens veulent une information très courte, passent d'une information à l'autre, etc. Ce qui est un petit peu l'antithèse d'une information en profondeur qui, de ce fait, devient de plus en plus difficile à valoriser. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas travailler la dimension unique de l'information qu'on a à fournir. Sinon, on va tous fournir la même information superficielle, complètement anémiée et sans distinction aucune. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de malentendu, et je pense que le malentendu doit être réglé au niveau de la direction de la rédaction. Je pense que dans une rédaction mature comme celle des Échos, comme celle du Monde, comme celle du New York Times, ou comme celle de n'importe qui d'autre, je pense que ce sont les éditeurs, au sens des rédacteurs en chef, la rédaction en chef, la direction de la rédaction, qui doit décider de ce qui peut apparaître ou pas dans le journal. Ça veut dire concrètement que cette direction de la rédaction ne doit pas non plus tomber dans la démagogie excessive, par exemple des sociétés de journalistes qui vont dire qu'à aucun prix ils ne veulent de native advertising ou de choses comme ça. Je pense qu'il faut faire la part des choses. On est dans des médias qui sont dans des situations extrêmement difficiles, qui ont la nécessité de regarder l'équation économique dans son ensemble. On est dans un système de valeurs qui est totalement partagé, en tout cas aux Échos, qui est que l'intégrité journalistique doit rester absolument totale. Et je suis absolument convaincu qu'il y a une middle way, comme on dit. Pardon. On va de toute façon vers un système dans lequel l'information sera toujours plus personnalisée. Cette personnalisation, elle va se faire de façon un petit peu insidieuse, c'est-à-dire que typiquement, on va regarder le comportement des internautes sur les sites, on va en déduire leur profil, on va en déduire leur intérêt, on va regarder les clics, le parcours des clics qu'ils font sur différents articles, et ça va nous donner une idée extrêmement précise de leur goût. Et comme notre but est quand même de faire en sorte que la personne reste le plus longtemps possible sur le site, le plus longtemps possible sur l'application, de façon naturelle et automatisée, on va avoir tendance à leur pousser de façon relativement marginale, ça ne va pas être la dominante universelle, mais on va avoir la tentation de leur pousser des contenus qui seront plus à même de correspondre à leur goût.
On a des projets exactement dans ce domaine parce que là aussi ça obéit à une équation de ressources extrêmement simple, c'est-à-dire prendre du temps d'un ou une journaliste qui a 10 années d'expérience dans le traitement de l'information économique, financière, boursière, pour faire à raison de 2 heures par semaine des tout petits articles sans valeur ajoutée qui pourraient être très bien faits par une machine, ça n'a pas de sens. Nous, on préfère que le temps de cette personne qui est extrêmement précieux soit consacré à de la valeur ajoutée. C'est une équation purement éditoriale et économique. Et vous avez une échéance pour ces débuts de test? On est en train de travailler là en ce moment dessus. Les native apps aujourd'hui sont terriblement chers à développer. Jusqu'à maintenant, on avait 2 plateformes à servir et 2 sous-systèmes à l'intérieur de chaque plateforme, c'est-à-dire Android et iOS avec smartphone et tablette. Bientôt, il faudra rajouter Windows qui finira peut-être par faire une percée, on ne sait pas, depuis le temps qu'ils essayent. Et aujourd'hui, les applications sont de plus en plus compliquées. Par exemple, la prochaine application qu'on va lancer aux Échos, elle comporte 11 SDK, c'est-à-dire des Software Development Kits, qui sont autant de modules qui obéissent à des fonctionnalités précises, que ce soit un truc de recommandation pour la publicité, etc., etc. Donc tout ça est très compliqué à développer, parce que lorsqu'on intègre tous ces trucs-là, il faut les coder, il faut les documenter, il faut les tester, il faut vérifier que tout ça marche, et il faut les faire fonctionner. Donc tout ça devient extrêmement compliqué. Et c'est beaucoup moins compliqué sur le web, où on a un système, notamment le HTML5, on va avoir un système où on va écrire une fois, coder une fois, construire une fois le système, et ça se propagera en principe à toutes les plateformes. Mais c'est un truc assez compliqué. Quand on voit ce qu'a fait le Financial Times, qui est à la pointe dans ce domaine avec leur web app, ils ont quand même mis quelque chose comme 6 ans avant d'acquérir une vraie maturité, une vraie compétence par rapport à ça, et ils ont même dû acheter la société qui leur a fourni tout ce savoir-faire. Donc c'est quelque chose de pas évident. Mais aujourd'hui, l'économie des applications est un truc compliqué. Ça a du sens de faire une app si on a des fonctionnalités qui vont faire appel à des fonctions essentielles du téléphone, comme le rendu d'image, comme faire des graphiques, des choses comme ça, ou des fonctions de calcul complexes, pas pour diffuser 80% de l'information que nous produisons. Toute dernière question sur le rassemblement d'éditeurs autour de plateformes pour mettre à disposition leur espace publicitaire pour contrer notamment Google ou Facebook. Facebook que vous avez beaucoup évoqué pendant votre intervention. Vous pensez quoi de ce rassemblement? C'est vain ou c'était le moment de le faire? Non, je pense que d'une façon générale, tout ce qui est rassemblement d'éditeurs et qui permet d'offrir un poids significatif dans les négociations est une bonne chose. Après, je constate que rien de tout ça est très monolithique. Ce matin, dans les gazettes, le New York Times, BuzzFeed et d'autres ont annoncé qu'ils allaient faire un deal majeur avec Facebook pour profiter de la puissance publicitaire de Facebook, ce qui est à mon avis une erreur stratégique certaine, parce qu'on se met des menottes en or massif, mais ça reste quand même des menottes. Mais non, je pense que de toute façon, plus les médias vont s'unir, que ce soit par rapport à la sphère commerciale ou que ce soit dans l'innovation, je pense que mieux c'est d'une façon générale. Et il y a de gros progrès qui sont faits dans ce domaine. Je trouve que les médias montrent de plus en plus d'appétence pour s'unir et pour développer des produits et des initiatives qui vont, je pense, dans le bon sens. Avec Philou, merci beaucoup. Merci.